dès que les autorités commençaient à voir Bagodi dans les télévisions, il était déjà temps de repartir. Donc, vous voyez, les questions de dépasser la frontière, c'est quelque chose de commun. Alors, ce qu'on pourrait dire ici, ce qui est plus facile en même temps, même si je suis à prendre la parole en tant que représentant des Unions populaires, il y a des insoumis. Alors, je vais vous dire rapidement, les insoumis sont devenus l'Union populaire il y a quelques mois, en décembre dernier, et dans cette Union populaire, c'est le seul groupe politique qui s'est ouvert complètement à la société civile, et ils ont accueilli à peu près la moitié de leurs membres, dont moi-même. C'est ça l'Union populaire. En fait, l'Union populaire, c'est les insoumis plus les gens de la société civile. Donc, dans la société civile, vous avez les syndicalistes, les lanceurs d'alerte, des intellectuels, des artistes. Donc, toute cette nouvelle énergie vient renforcer le mouvement insoumis et porter le projet, le programme de l'avenir en commun qui est porté par le candidat de la France insoumise. Donc, c'est pour la première fois que je viens devant vous. Et la chose qui est facile, c'est que dans le mouvement des insoumis et de l'Union populaire, nous avons un programme, nous sommes un mouvement à l'ancienne, nous avons une base doctrinale, il y a un livre que vous connaissez qui s'appelle L'avenir en commun, et toutes les réponses, puisque c'est moi qui ai répondu au questionnaire, toutes les réponses que j'ai données, que j'ai apportées question par question, en développement, en répondant à vos interrogations, viennent de la base doctrinale et vient du livre. Donc, en fait, ce que je vais dire par là, quiconque a des questions dans la salle et sur l'estrade peut très bien se reporter dans le livre, dans le programme de la France, de l'avenir en commun, et peut trouver la réponse. Outre les livres, il y a aussi une quarantaine de livrets thématiques qui développent, par exemple, sur la question de, je ne sais pas, je moi-même qui ai coordonné, c'est bien, pour les livrets qui s'appellent sur la francophonie des peuples, ce que nous appelons la francophonie des peuples, qui n'est plus la francophonie institutionnelle ou même la francophonie de Paris, des institutions parisiennes, que ce soit l'édition française, que ce soit l'OIF, l'Organisation internationale, comme vous savez, nous voulons inventer, en tout cas innover, et apporter ce que nous appelons dans notre livret la francophonie des peuples. Ces livrets-là viennent du premier programme des insoumis, à l'époque ça s'appelait le Front de gauche, de 2012. Partagez et mettez les cœurs. Partagez. Bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui sont en ligne et connectés, partagez. Comment nous on fonctionne et comment des gens qui étaient dans la salle viennent renforcer ceux qui demain ambitionnent de diriger ce pays. Tout ça pour vous dire que toutes vos préoccupations ne nous sont pas étrangères, elles ne sont pas étrangères à mon camarade Aurélien Santou, qui suit plus particulièrement la question de défense dans l'équipe du député Pascal Miché. Donc tout ça pour vous dire que les questions, on l'a répondu par écrit, on l'a envoyé à la dynamique unitaire panafricaine, et on peut revenir à l'occasion les détailler si vous voulez devant vous. Grosso modo, vous connaissez, puisque vous êtes des femmes et des hommes de gauche, vous connaissez le logiciel de base. Donc la première couche, si j'ose dire, c'est évidemment le matérialisme historique, mais nous avons aussi intégré l'éco-socialisme, que nous on appelle désormais la bifurcation écologique. Par exemple, dans cette bifurcation écologique, nous pensons que nous n'aurions pas besoin à terme, n'est-ce pas, du nucléaire, et donc on pourrait se passer à terme de l'uranium du Niger, du Kazakhstan. Donc vous voyez, ça fait partie du logiciel idéologique, dogmatique et doctrinaire que nous avons. Je pourrais vous prendre la question de la francophonie, comme je disais, sur la base. Nous avons répondu à toutes ces questions-là d'une manière écrite, puisque dans notre livre, les réponses sont concises. Nous parlons de ce qui est faisable, nous ne parlons pas de quelque chose qui serait théorique. Ce ne sont pas des positions forcément de confort, j'allais dire,
hypothétiques. Ce n'est pas aussi des réponses qui sont là pour faire plaisir. Nous disons aussi, je l'ai dit à titre personnel, quand il y a des outrances aussi dans les questionnements, par exemple, vous avez en nazisme qui n'a rien à faire dans cette discussion, qui était ce que j'appellerais une outrance verbale ou peut-être une maladresse. Et donc voilà, nous allons répondre, et nous allons déjà répondu à un certain nombre de questions d'une manière écrite et précise depuis longtemps. Je ne sais pas si Aurélien pourrait rajouter quelque chose. Merci Abdourahmane. Merci à toutes et à tous d'être ici. Merci aux organisateurs. Je renouvelle les remerciements de mon camarade. Peut-être préciser, vous avez ajouté quelques précisions en disant que Jean-Luc Mélenchon a manifesté ces derniers mois et ces dernières années un intérêt particulier, je crois, dans la classe politique française pour le continent africain. J'imagine que beaucoup d'entre vous sont au courant ou ont suivi par exemple son déplacement à Ouagadougou. Je crois que son discours à l'université Kizerbo était un moment fort d'échanges et de propositions et qui pose le cadre du genre de relation que lui, président, il chercherait à instaurer entre les pays africains et la France. Ces dernières années, les parlementaires insoumis ont aussi agi et ils donnent par leur action, je pense, une préfiguration ou une idée du genre d'action qu'un gouvernement de l'Union populaire mettrait en œuvre concrètement. Il se trouve que je suis aussi assistant parlementaire, par exemple, de Bastien Lachaud, qui est membre de la commission de la défense, et dont je pense que certains d'entre vous connaissent les prises de position en matière en particulier sur la question de l'intervention au Mali, de l'opération Barkhane, les critiques que nous avons formulées de longue date. Jean-Luc Mélenchon, lui, par exemple, a posé la question du financement des groupes armés qui existent et dont on ne peut pas simplement dire qu'ils sont donc on ne peut pas dire qu'ils sont une création ex nihilo. Nous avons demandé qu'un débat soit organisé dès 2017 sur ces questions parce que, comme il a été précisé, effectivement, on ne vote quasiment pas sur les opérations militaires dans le cadre de la Ve République et il est indispensable pour ça, pour nous, de passer à une Sixième République pour que ces questions fondamentales de la paix et de la guerre soient traitées directement par le peuple français, ou que, en tout cas, ses représentants puissent se prononcer. La réforme constitutionnelle n'est pas de 2018, mais de 2008, et donc c'est à cause de grâce en l'occurrence à cette réforme constitutionnelle que l'Assemblée nationale a pu voter, mais seulement une fois, 4 mois après le déclenchement de l'opération Serval, sur la présence française au Mali. Nous avons demandé à plusieurs reprises et nous avons fini par obtenir, par obliger de mettre à l'ordre du jour des débats. Alors effectivement, c'était des débats sans vote, ce que la Constitution de la Ve permet. Il n'y a pas eu de vote, mais au cours de ces débats, Jean-Luc Mélenchon a pu faire un discours dont on nous a dit d'ailleurs à Ouagadougou qu'il avait été rediffusé par les radios localement et qu'il avait été écouté par des milliers de personnes au Burkina Faso et sans doute dans toute l'Afrique de l'Ouest. Peut-être que parmi les éléments qu'il faut avoir à l'esprit, on brosse à grands traits peut-être la philosophie du programme politique de l'Union populaire. Il faudrait aussi se rappeler l'importance que Jean-Luc Mélenchon a donnée à la question de l'autonomie alimentaire. Et de la façon dont il traite ce sujet en se disant, non pas pour faire plaisir, non pas ni avec une fausse connivence ou à l'inverse avec une forme de misérabilisme, se dire que la question de l'eau, la question de l'autonomie alimentaire, nous avons là des sujets en commun, des partages d'expériences à avoir parce que face à la crise écologique qui nous arrive, finalement nous allons trouver en Afrique des gens qui savent des choses que nous ne savons pas ou que nous ne savons plus. Dans son déplacement, notamment à Ouaga, nous avons rendu hommage à Thomas Sankara et il est fondamental pour nous avons dit que ce voyage était un moment fort parce qu'il intégrait Sankara au panthéon des insoumis, si on pouvait dire. Et dans le cadre de ce déplacement, nous sommes allés voir la ferme expérimentale, enfin l'exploitation expérimentale
de Blandine Sankara, donc la petite sœur de Thomas, qui nous a montré comment il était possible d'appliquer concrètement, d'une certaine façon, les préoccupations, si ce n'est la doctrine de Thomas Sankara, pour lutter contre la désertification, pour que l'autonomie alimentaire soit réellement appliquée, soit réellement atteinte. Et elle nous a fait part des combats qui ont pu être menés dans le pays pour que, par exemple, face aux manias de la bière qui distribue dans tout le continent africain, on puisse, au lieu de subir l'influence de cette multinationale qui distribuait ses boissons exclusivement dans le cadre du FESPACO, le Festival du cinéma francophone de Ouaga, nous a expliqué comment la lutte locale avait permis d'imposer la distribution, tout simplement, de production locale des jus de fruits, tout simplement, parce que au festival, la base en fait de l'autonomie africaine, c'est de pouvoir consommer, produire et de vivre avec une agriculture vivrière. Donc évidemment, tout ça, ces objectifs, ces réalisations, la France, avec un gouvernement d'union populaire, sera en état de les appuyer. Mais ce qui est sûr, c'est que rien ne serait possible, ne sera possible sans une mobilisation à la base dans les pays africains vis-à-vis desquels nous devons nouer des relations égalitaires. Que vous dire de plus? Peut-être revenir à la question militaire, qui est le sujet que moi je traite le plus souvent. Aujourd'hui, on est dans une situation où le retrait de Barkhane a été décidé. Il a été décidé sous la pression des événements et le gouvernement français a multiplié les erreurs, si ce n'est les fautes, parce qu'il était clair que la question de la tenue des élections au Mali ne pouvait pas se résumer simplement à une question de calendrier à respecter stricto sensu. Et puis, il n'était pas possible d'imaginer que des sanctions économiques pouvaient être une solution. En réalité, on aboutit à une relation si dégradée qui ne pourra pas être maintenue en l'état. Il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on les trouve ensemble, parce que un des mots les plus importants peut-être de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, c'est la créolisation, parce que la créolisation, c'est prendre acte de la rencontre et de l'interpénétration de nos intérêts ou de nos pays. En réalité, il y a trop de binationaux là-bas, il y a trop de binationaux ici pour qu'on puisse d'un trait de plume dire votre vie ne nous intéresse plus, on retire nos billes et puis au revoir, et puis à l'inverse dire allez-vous-en et on n'aura plus de rapport. C'est pas vrai, nous avons des familles en commun. L'introduction disait qu'il y avait des Africains de France, des Français africains. Donc la question qu'on doit se poser, c'est comment on remet à plat les relations concrètement, pour ne pas dire simplement chacun chez soi. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que notre préoccupation doit être aussi sur la question de la démocratie et des mouvements citoyens sur le continent, pour que on arrive à des règlements ou un apaisement des sociétés qui aujourd'hui sont le plus souvent traversées par des troubles auxquels, évidemment, les armées françaises n'ont pas vocation à apporter une réponse. Il n'est pas possible, on l'a dit pendant des années, que les solutions soient militaires. Pendant ce quinquennat, le gouvernement Macron a théorisé que pour que la crise au Sahel soit réglée, il fallait adopter une stratégie dite de 3D: développement, diplomatie, défense. Il ne parlait jamais de démocratie. Et aujourd'hui, en réalité, on se rend compte que ce qui a avancé le plus dans la réflexion, c'est la question de la démocratie, c'est-à-dire de la reconnaissance de la dignité des peuples africains eux-mêmes à prendre en charge leur destinée. Et voilà, il nous semble que si on adoptait au moins ce cadre de réflexion, où en est la possibilité de démocratie et d'action démocratique des peuples africains, alors on pourrait concrètement agir au fur et à mesure. Dernier élément, la condition pour ça, c'est évidemment de réviser nos relations à travers les traités qui existent. Alors, moi je connais les traités de défense, dont une certaine partie d'ailleurs sont parfois secrets. Donc, un point très concret dans les questions qui étaient posées, c'était est-ce qu'on est prêt à remettre en cause ces accords? Oui, nous sommes prêts à les mettre en cause. La première des choses à faire est de les rendre complètement publics et de les discuter à nos frères en disant qu'est-ce qu'on veut réellement faire ensemble.
crois que c'est le plus important aujourd'hui, c'est pas de se dire chacun va rentrer chez soi, parce qu'en l'état ça n'existera pas, mais qu'est-ce qu'on a envie réellement de faire ensemble. Bon, je crois que c'est un point de départ pour lancer la discussion, sinon je vais être trop long, et on répondra à la salle. Je remercie Aurélien et Abdourahmane, n'est-ce pas, pour les réponses apportées. Bon, vous savez, notre investissement. Est-ce que le Chagrin un peu, on a répondu en fait par écrit. Alors oui, je vais revenir là-dessus rapidement. Alors, vous avez déjà. Oui. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait nous avons un peu contraint parce que les réponses que tu évoques effectivement, au niveau de la cotation, on les a reçues. Mais ce n'est pas des réponses qu'on a diffusées à tous les militants et l'existe justement à une contrainte qui était celle-là, donc de pouvoir revenir ne serait-ce que succinctement aux différentes questions, sur les différentes questions et les réponses que vous avez apportées à la connaissance, parce que ça lance le débat. Bon, ça nous était bien sûr Aurélien a apporté quelques éléments complémentaires à ton intervention à toi. Bon, on vous remercie tous les deux. Bon, mais ne vous inquiétez pas si des questions précises vous reviennent de la salle, concernant bien sûr les questions qui vous ont été soumises. Et nous serions bien évidemment tout à fait à l'aise donc de vous entendre, donc de manière précise, donc de ces réponses que vous pourrez apporter aux différentes questions. Ce que je peux noter là, dans le premier élément, dans ce premier round, on va dire, de questions-réponses, et nous avons quelques convergences quand même de points de vue, et qui sont assez intéressantes pour ce qui concerne la DUP. Bon, nous avons les déclarations de principe, bien évidemment, donc ils sont carrément quand même des ruptures de liens et néocoloniaux avec donc la France et les pays africains. Ça c'est important. Maintenant, il y a une question donc de principe, et après il y a les faits, il y a les manières de faire. Bon, bien évidemment, ces manières de faire vont être dépendantes donc, de la philosophie politique de chacune des organisations qui sont là. Bon, je vois que, et pour Nathalie Arthaud, il faut une révolution globale pour que nous puissions changer totalement les rapports. Bon, pourquoi pas, mais en même temps, il faut partir quand même sur l'existant. Bon, ce que je constate bien sûr au niveau donc, de nos camarades du PCF, et bien sûr donc de Jean-Luc Mélenchon. Bon, il y a des éléments comme ça qui convergent, il y a des éléments qui divergent, c'est l'intérêt du débat. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là et pour demander à ce que vos partis se réunissent, sinon ça aurait été fait, et puis c'est pas notre conseil qui le ferait. Donc dans tous les cas, nous recevons donc vos propositions, et ce que nous saluons, c'est au moins cette volonté déjà qui est tracée quelque part, donc de répondre de façon précise et de ne pas vous dérober, donc sur les questions qui nous préoccupent. Parce qu'en tout état de cause, comme tu disais si bien, Abdourahmane, nous sommes à la fois sur ce podium et dans le public. Donc les questions qui sont posées ici nous intéressent, puisque nous sommes aussi des acteurs dans la société française. Donc il importe donc que nos réponses puissent s'accorder, mais ceci étant, je ne vais pas garder la parole parce que ce n'est pas mon rôle ici, c'est la donner. Donc je vais la remettre à la salle rapidement pour un petit tour de 20 minutes, donc aller-retour questions, et pour qu'on puisse nous reprendre bien sûr dans la deuxième série des questions, puisque nous n'avons fait que la moitié pour l'instant de notre parcours. Alors, donc pour faire réagir la salle, je vais prendre donc des noms. Voilà, il faut vous inscrire, hein, chers camarades. Et comme ça, le micro passera pour que vous puissiez donc intervenir, poser vos questions. Je vous demande de poser des questions. Je ne vous demande pas donc de venir avec toute une autre théorie que les uns et les autres donc ont déjà exposé et que la DUP aussi a exposé en son temps. D'accord? Poser des questions sur ce que nous voulons faire ce soir, cet après-midi, avec les candidats en ligne. Ce serait très très utile pour que nous puissions partir avec des réponses entendues donc de chacun de nous. Merci. Le contexte politique, ça me dit qu'on a un peu la guerre. Donc, alors on va, j'ai inscrit donc tu peux parler Mamadi. de nos enfants, ça ne me dérange pas. Après on parle. Mamadi est inscrit. Ensuite, Assimo.
ensuite Emmanuel. Et puis un camarade qui vient d'Italie et qui va prendre son frère après, il peut prendre la parole. Un camarade d'Italie. Oui, allons-y. Allez-y, votre nom. Elvis. Elvis. Monsieur Elvis, salut Philippe Veil. Oui. Bon, on va juste inscrire tout le monde et puis après monsieur Elvis va, notre camarade Elvis va parler. Bédier. Continuons. Il en a pris le nom. Sont inscrits Mabadi, Azimour, Emmanuel, Elvis, Didier et Diarra. Donc je vais donner la parole à Didier et à Elvis, pardon. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Oazem Elvis Honoré. Je suis là pour le compte de Maison des Camerounais de France. Et la pertinence de ma présence ici à Paris ce soir, c'est parce que nous avions des rencontres, et d'ailleurs les rencontres continuent parce que nous allons nous retrouver demain, je pense, et le contexte actuel vous le connaissez tous. Déjà, je suis consultant en matière d'immigration et des statuts d'immigration en Italie et expert en droit de la protection internationale. Par ailleurs, je suis technicien médiateur intellectuel et opérateur entre trafic et la conférence italienne. Si je me retrouve ici avec les camarades de la Maison des Camerounais de France et SOS étudiants africains, c'est dans le cas du fameux contexte du conflit ukrainien. Vous êtes sans ignorer que l'Europe est en train de recevoir des millions de réfugiés ukrainiens. Et je dois répéter à personne, c'est que les non-ukrainiens, parmi lesquels nos frères et nos cadets, sont en train de subir en ce moment. En me retrouvant devant une partie des politiciens, en préparation d'une grande campagne présidentielle en France, je me dis, peut-être que c'est hors sujet de la question migratoire, dans votre ordre du jour, dans votre programme, vu que on dit que la vie c'est le mouvement, et que l'homme suivi c'est l'immigration, condition de la suivi de l'espèce humaine. Et dans votre programme, je ne sais pas ce que vous en pensez, du contexte déjà actuel, pour ne pas parler du futur. Parce que le futur, on doit se préparer à pire que ça, chacun de nous. Mais du contexte présent, qu'est-ce que vous en pensez? Merci. Merci Elvis pour la question. Nous allons continuer donc sur la série. Hein. Donc, Mabadi. Bonjour. Moi, je vais parler, mais Pour introduire ma question, deux choses. voilà. Donc les représentants C'est ça, le ici problème. représentent ce que nous pouvons appeler la gauche française. Clairement. Je le remercie pour la bonne précision des réponses qui nous ont apportées sur l'ensemble des questions. Je veux dire, ils ont répondu positivement parce que la vérité a La façon que ça se déroule là, Il y a une question que je vais devoir poser parce que ça relève de la question qu'il y a eu. Et là, j'interpelle les représentants des instruments, plutôt réunion populaire, Union populaire. ex-insoumis. Parce que vous avez bien entendu parler de la francophonie, beaucoup qualifiée par les autres comme étant un instrument d'asservissement, et vous avez un programme de développer cela, ce que j'appellerais, d'accord, vous dites que vous êtes pour notre émancipation, je soutiens que vous venez d'entendre. La parole pour la question à Zemmour. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis parti du CEDISCOM et de la DIP. Alors, ma question s'adresse directement aux représentants des Insoumis, parti de Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça va être très simple et clair. Comme vous savez, donc, mon pays est occupé par la France. L'île de Mayotte donc, fait partie des 4 îles communes de Mayotte, des Comores, pardon, est occupée par la France.
Et il y a une résolution 3385 qui dit clairement de l'ONU que les Comores sont composés de 20 pays, Grand Comore, Anguilla, Moïse et Mayotte. La question qui est posée est celle-ci. Quelle est la position claire aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, sachant que dans ces interventions diverses, on voit soit par les vidéos qui apparaissent sur sa chaîne YouTube, et ces quelques déclarations, et notamment quand il avait intervenu au conseil parlementaire récemment, et clairement pour la continuation de l'occupation de l'île Comores et Mayotte. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, sachant que la dynamique militaire panafricaine est aussi pour la décolonisation des territoires qui sont encore actuellement occupés par la France? Voilà la question. Merci Azumot. Emmanuel a la parole. Merci, on va donner la parole. Aux représentants, je vous remercie pour votre présence parmi nous ici. Mais je voudrais faire remarquer une seule chose. Nous sommes au 21e siècle. Plus de 60 ans d'indépendance. Mais je ne dirais pas le peuple français, parce que je fais partie des Français. On a l'impression que nous, on n'existe pas du tout. On ne s'accorde pas à ce qu'on dit. À chaque année, tous les 5 ans, on se réunit, on prend des résolutions, rien ne se fait. Moi, je vous invite à vous tourner vers vos représentants et leur dire de changer leur destin. Parce qu'on ne peut pas aller faire la guerre en Afrique sans passer par l'Assemblée nationale, où se trouve votre démocratie. Je vous remercie. Merci Emmanuel pour sa question. Didier a la parole. Bonsoir tout le monde, je vous remercie. Je suis Didier Kina, vice-président du CRI panafricain. Un mouvement qui a été à l'origine de la libération de Laurent Gbagbo, car c'est ce mouvement qui était sur la place, toutes les places de France de Paris, pour réclamer sa libération. Point. Un petit message aussi à M. Mélenchon. Nous n'avons pas du tout apprécié son indignation quand il dit qu'il est indigné parce que la France a été humiliée quand les Maliens ont dit à l'ambassadeur de France dehors. Dites à M. Mélenchon que nous, Africains, nous connaissons l'humiliation depuis des siècles. Maintenant, ma question vient. Quand est-ce que l'ingérence française dans les affaires africaines va cesser? Merci. Merci pour la question qui est claire, nette et précise. Pour une dernière question, c'est Diarra. Oui, bonjour tout le monde. Diarra, je suis malien. Je représente la CNDM, Conseil supérieur de la diaspora de la défense. Ma question, ça serait pour les nations ainsi que d'autres partis politiques qui sont tous concernés. En fait, aujourd'hui, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, la situation entre le Mali et la CEDEAO, ça se complique de plus en plus. Est-ce que c'est la France qui est derrière? Est-ce que c'est la France qui est en train de pousser la CEDEAO de contaminer la situation, de compliquer la situation du Mali? Alors ça, c'est la première question. La deuxième question, après la déstabilisation de la Libye, vous le savez, tous les pays qui souffrent de l'insécurité, ça vient de la Libye. Et à la base, c'est la France qui est à la base de la déstabilisation. Alors quand est-ce que le moment que vous serez au pouvoir, quelle serait votre précaution pour que la Libye soit un pays stable, avoir un gouvernement? Parce que c'est à la base. Pour que l'Afrique soit un pays de paix, pour que l'Afrique soit un continent de paix, il faut que la Libye en particulier soit stable, avoir un gouvernement qui est représenté dans toutes les années du peuple libyen.
Alors, quelle serait votre précaution? Une autre question, comme vous le savez, ces derniers moments, l'Ukraine, qui est dans une zone de conflit avec la Russie, de refuser tous ceux qui viennent de l'Ukraine actuellement vers l'Europe. Nous avons remarqué sur les réseaux sociaux nos amis, frères et sœurs qui sont dans des campements ou dans des associations, qui sont dans des situations irrégulières. La majeure partie sont rejetés. Ils sont mis dans la rue pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Le moment que vous serez au pouvoir, est-ce que la situation, ça serait peut-être pareil, de faire l'injustice, de faire favoriser l'Ukraine ainsi que les autres personnes alors que nous sommes tous venus quelque part? Quelle serait votre protection sur ce point? Alors, en général aussi, la question qui s'est posée sur l'armée française, qui est notamment partout, un peu en Afrique, est-ce que la situation, ça serait continuelle quand vous serez au pouvoir? Ok, voilà, je m'arrête sur cette question, après je vais revenir après. Merci bien. Notre camarade Diarra a beaucoup de questions, je la remercie. Et nous allons donc clore cette première série donc, de questions de la salle à la fin de nos invités. Comme vous remarquerez, les questions sont très faciles. Bien évidemment, on ne va pas trouver des solutions séance-séance, mais il nous faudrait, nous souhaitons, en tout cas, que vous puissiez nous indiquer un peu le chemin de sortie, puisque c'est pour ça qu'on discute avec vous, parce que demain, si on doit composer avec vous, il faut qu'on se compose de manière à ce que les chemins tracés ce soir ou plus tard, en tout cas, puissent effectivement être cela qu'on aura décidé en fin. Donc, vous avez donc, je vous laisse donc une réponse, pour le temps de la ça, à chacun d'entre vous, en fonction donc de vos réponses. Moi, je vais être assez bref, parce que bon, il y a beaucoup de questions pour les insoumis. Je voudrais juste répondre au problème de l'Ukraine et des réfugiés venant d'autres pays. Alors, c'est vrai que la France, enfin l'État français, accueille largement et fait un gros effort pour accueillir les Ukrainiens. Personnellement, je trouve que c'est la moindre des choses. Mais justement, ça prouve que ça serait possible pour tous les réfugiés. Et je trouve scandaleuse la différence qui est faite entre les réfugiés ukrainiens et les réfugiés venant d'Afrique et d'autres pays. Et pour vous décrire un de nos moyens d'action, parce que nous sommes bien sûr pour l'instant pas au Parlement, par tout ça, mais nous sommes dans les entreprises. Eh bien, à la gare du Nord, dans le syndicat, nos camarades nous ont fait écho d'une réunion où les militants avaient décidé, puisque la SNCF avait décidé d'offrir des billets gratuits aux Ukrainiens, de faire en sorte que les travailleurs dans les trains permettent aussi aux Africains, aux Sénégalais, tout ça, de voyager gratuitement. Et c'est à travers de ce genre d'action que nous pensons, nous, les ouvrières, pouvoir développer la solidarité entre travailleurs. Pour nous, il n'y a pas de différence entre les Ukrainiens, les Africains, tout ça, parce qu'en ce moment, la France est du côté de l'État ukrainien. Tout le monde doit être accueilli, tout le monde doit pouvoir s'installer. Je voudrais dire aussi d'ailleurs que les Ukrainiens avant le conflit, moi j'ai des voisins ukrainiens, je pouvais vous dire que pour leur faire les papiers, c'était pas si facile que ça. Mais maintenant qu'il y a une guerre où l'Ukraine est soutenue par la France, voilà, c'est le tapis rouge. Voilà. Je voudrais juste faire une petite précision avant qu'on poursuive. Nous sommes dans un temps qui va être de plus en plus contraint. Donc je souhaite que vous puissiez, bien évidemment, au-delà de la pertinence et de l'importance des questions, y répondre de manière très succincte, afin que nous puissions donc passer à la deuxième période, donc des questions-réponses. Je vous remercie. On m'entend ? Moi, je voudrais commencer par la question de monsieur sur les enjeux migratoires. Moi, ce que je trouve scandaleux dans ce moment-là, c'est qu'on a appliqué pour la première fois la résolution qui a été votée au Parlement européen en 2020 sur la protection temporaire, qui est une bonne résolution, mais qui doit être appliquée pour tout le monde. Donc, moi, mon combat, et je vais le mener dès demain à la région, parce qu'il y a des discussions à la région qui se passent sur l'accueil et la solidarité vis-à-vis des réfugiés. C'est que cette protection temporaire puisse s'appliquer décemment pour toutes les personnes qui soient obligées de quitter leur pays de force, parce que c'est
le cas des Ukrainiens, et c'est le cas aussi de certains Maliens, c'est le cas de certains Yéménites, c'est le cas de certains Ivoiriens, enfin, tous ceux qui doivent fuir leur pays doivent avoir une protection temporaire engagée. Mais pour ça, il faut se donner les moyens en France. Parce qu'en France, contrairement à ce que certains veulent vous dire dans cette campagne électorale, on n'a pas de crise migratoire. Le seuil migratoire est constant depuis à peu près 20 ans. Par contre, on a une crise de l'accueil des migrants due au racisme donné par certains personnels politiques. C'est ça, cette crise qu'il faut combattre. Et je pense qu'on la combat par la solidarité, mais on la combat aussi par l'éducation et la culture et le multiculturalisme. Donc, il faut faire en sorte que les préfectures, parce que c'est ce qui se passe actuellement en région parisienne, il y a une file pour les réfugiés ukrainiens et il y a une file pour les autres réfugiés. Ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. Il doit y avoir des services publics qui se mettent dans les moyens du moment, c'est-à-dire il faut multiplier les fonctionnaires pour que chacun puisse accéder à ses droits. Et la protection temporaire, on peut gagner cette bataille sur la protection temporaire pour tout le monde. Donc il faut qu'on arrive à l'imposer pour tout le monde et non pas par nationalité. Et dernière chose sur ce sujet-là, parce que je pourrais en parler toute une nuit des questions migratoires, mais la première inégalité, c'est le droit à la circulation, parce qu'il dépend du passeport du pays où on est né. Il y a des pays d'Afrique qui n'ont droit à des visas que pour 2 ou 3 pays. Et nous, notre passeport d'occidentaux, on peut voyager partout dans le monde. C'est la première inégalité mondiale qu'il faut combattre. Et ça se combattra par des voies légales et sécurisées de migration, c'est-à-dire que personne ne doit risquer sa vie pour changer de pays ou d'aller tenter une autre aventure, parce que certes, il y a des départs forcés qui sont dus à la guerre, mais il y a aussi des gens qui veulent tenter des nouvelles aventures. Et j'y mets là-dedans ce qui est en train de se passer en France sur l'augmentation des droits d'inscription des étudiants étrangers. Ça aussi, c'est une inégalité dégueulasse qu'il faut combattre et une bataille que l'on peut gagner aussi ensemble. Il n'y a pas de droit d'inscription différent pour un étranger ou un Européen ou un Français ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait des accords de coopération entre les universités qui fassent qu'il y ait des échanges de Français qui aillent ailleurs, d'Africains qui viennent en France, et que ce soit des échanges de libre circulation et de liberté d'étudier là où on veut. Donc je viens vite aux questions. Moi, je n'oppose pas la francophonie à l'africanophobie. C'est vachement dur à dire. Parce que je pense que nous devons être pour le multilinguisme, pour les francophonies, mais aussi votre langage à vous, que vous veniez, qu'on puisse apprendre aussi à l'heure. Donc, je n'oppose pas ces mondes-là, mais en tous les cas, je pense qu'on a besoin de coopération, d'éducation, d'art et de culture pour y répondre très rapidement à cette question. Autre question sur l'ingérence de la France dans d'autres pays. Vous avez raison, il faut que ça cesse, en effet. Je pense que ça fait partie de ce que j'ai dit au début de la séance. C'est du changement de paradigme dont la France a besoin dans ses relations entre la France et l'Afrique. Donc ça en fait partie. Sur la militarisation, nous sommes pour le départ en effet des troupes françaises mais en coopération avec les pays concernés. Et non pas dire, comme l'a fait Macron, allez hop, on y va, ou alors allez hop, on s'en va. Il faut parler avec les pays concernés. Et on va bien plus loin. On va aussi, quelqu'un a parlé de nucléaire tout à l'heure, on va aussi sur la France doit signer le traité d'interdiction des armements nucléaires. Et on doit aller vers une démilitarisation du monde. On voit bien ce qui se passe actuellement avec cette guerre en Ukraine, où tout le monde veut renchérir les budgets militaires. Non, nous sommes pour démilitariser le monde et démilitariser les relations internationales. Qu'est-ce que j'ai oublié sur Mayotte et les Comores. Nous, le Parti communiste, on est pour le droit international. La France a été condamnée pour cette occupation. Nous sommes pour l'application du droit international et donc contre ce qui se passe, contre ce que la France décide actuellement. La question était surtout adressée, je pense, aux camarades de parti de l'Union populaire, mais bon, c'est vraiment. Alors, pour répondre aux grosses questions sur les questions migratoires,
Encore une fois, il y a un bilan des textes écrits, la proposition j'interviens après les camarades de police. Il y a eu un moment important dans ces dernières années qui a été la lutte contre la loi asile et l'immigration. Et il faut rappeler que avec le Parti communiste, à ce moment-là, nous avons saisi le Conseil constitutionnel pour faire invalider la loi. Donc, on va mettre en scène ici des divergences. Je vais devoir vous laisser. Continuez à partager le direct. De référence, Merci. sur les questions migratoires, par une politique d'accueil, une politique